Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sphère Éco, le magazine consacré à l'économie en Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, gros plan sur l'alcool et les alcools dans la région. Nous sommes ici dans le Nord-Gironde, non loin de la cave coopérative de Toutiac, qui réunit les productions de 5200 hectares, ce qui en fait le plus gros producteur de vin AOC de France. Puis nous irons plus au nord, du côté de Cognac, en Charente. Là aussi, produit de luxe, moteur de l'économie locale, dont 90% de la production est vendue à l'étranger. Dans cette émission, nous évoquerons également le boom des brasseries artisanales dans le Bordelais, au point de voir du houblon pousser entre les rangs de vignes. On fera également un point sur l'AOC vin de paille en Corrèze, une toute petite production d'à peine 600 litres. Enfin à Cognac, derrière les locomotives que sont les grandes marques du négoce, les petits viticulteurs indépendants profitent de l'engouement à l'export. Tout de suite, place au planisphère. Oscar Wilde disait « Les Français sont si fiers de leur vin qu'ils ont donné à certaines de leurs villes le nom d'un grand cru. » Et à bien y regarder, en Nouvelle-Aquitaine, avec Bordeaux et Cognac comme place forte, l'écrivain anglais n'était pas loin de la vérité. Jugez plutôt, les chiffres de la filière vitivinicole dans la région ont de quoi donner le vertige. Plus de 54 000 salariés, 14 000 entreprises, 230 000 hectares de vignes, ce qui fait de la Nouvelle-Aquitaine la première région viticole de France. Les Bordeaux et les Cognacs concentrent 95% des emplois de la filière. Deux poids lourds, deux géants, avec dans leur sillage une multitude d'appellations couvrant l'ensemble du territoire, allant des Jurançons et de l'Irouléguy des Pyrénées-Atlantiques jusqu'au vin paillé de Corrèze. Difficile d'estimer le chiffre d'affaires de la filière, mais sa production séduit, surtout à l'étranger. Le chiffre d'affaires des exportations régionales frôle les 5 milliards d'euros annuels. Les vins et spiritueux sont les premiers produits exportés par la région. Alors la vendange qu'on a vu se récolter il y a un instant, eh bien, elle arrive ici à la cave coopérative. On va mesurer le taux de sucre de cette récolte de parcelles. Ça va être calculé en temps réel et ça va prendre la direction de la cave coopérative de Toutiac, dont on va rencontrer tout de suite le président. Bonjour Stéphane Hérault. Merci de nous accueillir dans cette cave coopérative qui est gigantesque. Vous pouvez nous la présenter, la cave de Toutiac ? C'est une coopérative qui existe depuis une quarantaine d'années, qui est aujourd'hui la plus importante coopérative de France en appellation d'origine contrôlée, qui regroupe tous les viticulteurs, une grosse partie des viticulteurs du nord du département, 500 viticulteurs aujourd'hui. Combien d'hectares ? 5300 hectares exactement sur les 110 000 que compose le département de la Gironde. Pour qu'on se rende compte, les volumes, c'est de quel ordre ? Les volumes, c'est aujourd'hui une année normale, 240 000 hectos, c'est-à-dire près de 40 millions de bouteilles de Bordeaux commercialisées en France, bien sûr, dans notre région, mais aussi dans le monde entier. Quel est l'intérêt pour les adhérents d'adhérer justement à cette coopérative ? Il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est d'avoir des revenus stables, puisque la grosseur du groupe fait qu'on peut avoir aussi des compétences de salariés, de vendeurs, de commerciaux, de gestionnaires de l'entreprise, de haut niveau. Ce qui nous permet d'avoir des rémunérations à nos viticulteurs qui sont un peu indépendantes du marché, même si bien entendu, on est aussi dépendant des conditions, notamment du Covid qui a existé, des taxes US. Mais on a une stabilité certainement plus importante qu'un viticulteur tout seul dans son coin. Alors justement, les prix, parlons-en, parce qu'on est dans une appellation qui n'est pas courue, comme le cognac. Le maximum que vous puissiez vendre, c'est quel ordre ?
Alors effectivement, on est dans une appellation moyenne gamme au niveau de la Gironde. Nos prix de vente en bouteille sont au niveau consommateur, entre 4 et 8 euros. Ce qui permet à la fois d'avoir des vins de bon niveau, pas très cher pour le consommateur, et un niveau de rémunération pour le viticulteur qui lui permet de maintenir son exploitation. On arrive à vivre avec un vin vendu à 4 euros ? Oui, on arrive à vivre avec un vin vendu 4 euros consommateur. La pandémie, ça s'est passé comment pour vous, producteurs ? Je pense que ça s'est passé comme beaucoup d'entreprises. La différence, c'est que nous, producteurs, on a continué à travailler dans nos vignes. On était tous les jours et tous les matins avec nos salariés, avec bien sûr les gestes barrières et l'attention qu'il fallait mener. On a eu la chance que les consommateurs, notamment les consommateurs français chez eux, continuent à boire du vin. C'est une bonne nouvelle. Alors certes, beaucoup moins au restaurant. On a vendu beaucoup moins aux restaurateurs, mais on a vendu beaucoup plus à la grande distribution. Donc finalement, une activité qui certes a diminué parce que les mariages, les cérémonies, les fêtes de Noël ont été beaucoup plus restreintes. Mais globalement, vu nos ventes et la qualité de nos produits, on est à peu près stable, même si on a perdu un petit peu de chiffre d'affaires pendant cette pandémie. De quel ordre ? 15% environ. 15% sur une année ? Sur une année, sur l'année totale. Un dernier mot, pourquoi ça s'appelle Toutiak ? C'est pas facile à prononcer, c'est pas forcément connu, ça va le devenir, j'espère pour vous, mais pourquoi ça s'appelle Toutiak ? Alors pourquoi ça s'appelle Toutiak ? Parce que deux raisons. D'abord, c'est 2 syllabes. Et on pense que 2 syllabes pour un consommateur, même si c'est pas facile, c'est plus facile quand il y en a 7 ou 8. Voilà. Donc Toutiak, ça c'est simple. Stratégie commerciale. Stratégie commerciale. Ça marche aussi en anglais. C'est Toutiak, mais ça marche aussi en anglais. Et il y a une histoire à raconter autour de Toutiak, parce que Toutiak est une chapelle qui est à 5-6 km d'ici, qui s'appelle la chapelle de Toutiak. Donc on a toute une petite histoire. Et comme on a rassemblé l'ensemble des viticulteurs de cette zone, on a changé le nom de toutes les coopératives qui sont réunies et on a créé Toutiak. Avec du Sauterne, par exemple. Avec aussi du Sauterne. Merci beaucoup Stéphane Hérault de nous avoir présenté cette cave de Toutiak. Nous, on va prendre la direction de la Corrèze pour un marché de niche. Il s'agit du vin de paille. Il vient d'obtenir son AOC. C'est un long travail de maturation et c'est une toute petite production d'à peine 600 litres. Avec ses 40 arts de vigne, Gérard est l'un des plus petits producteurs de vin de paille. Dans sa cave de Saillac, les méthodes sont ancestrales. Moi, je presse à l'ancienne, avec un ancien pressoir, parce que ça me permet, on ne fait pas des grands volumes, donc ça permet d'être complètement dans la tradition, quoi. Après avoir vieilli 3 ans en tonneau, selon le cahier des charges de l'AOC, la cuvée 2017 peut enfin être embouteillée. 200 litres pour la famille Tronche, soit la moitié de sa production habituelle et uniquement en rouge. 2017, année blanche ou noire, c'est selon. Il n'empêche, l'émotion et la fierté sont bien là en voyant ces nouvelles étiquettes labellisées. C'est quand même l'aboutissement de tout ce travail qui a été fait en amont, bien sûr, avec des joies, des larmes. Vin paillé, VP, vin de paille. La chronologie des cuvées illustre la longueur et l'âpreté du combat juridique avec les vignerons jurassiens, eux aussi producteurs de vin paillé. Mais les 25 ans de lutte collective ont enfin abouti. L'AOC Corrèze est née en partie grâce au vin paillé, mais c'est toute la Corrèze, parce que y a la cave de Branceil qui va bénéficier également de l'AOC sur certains produits, les caves du Saillant, les coteaux de la Vézère. 600 litres agréés au total cette année pour les 15 producteurs de vin de paille. Si la quantité n'y est pas, la qualité, oui. Marie Bonneau, bonjour. Bonjour. Jeune viticultrice dans cette cave de Toutiak qui est immense. Ça fait combien de temps que vous êtes installée ? Ça fait depuis 2015. D'accord. Voilà. Et tout de suite, vous êtes venue adhérer à cette coopérative ? Oui, tout de suite. Voilà, j'ai été salariée avant dans la viticulture, dans chez particulier. Et moi, ça a été un choix qui a été évident parce que la facilité de pouvoir faire ses vignes et de pouvoir vinifier, d'avoir une structure pour vinifier son vin. Parce que aujourd'hui, ce sont des très gros investissements d'avoir un chai particulier. Et moi, forcément, quand on s'installe, on n'a pas forcément ces moyens-là. Et là, au point de vue technique, dans une coopérative comme celle-là, on est vraiment au top du top. Donc, c'est vraiment un avantage énorme, quoi. Économie d'échelle, pour vous, votre vin, il sort à quel prix, en gros, en moyenne ? Entre 7 et 10 euros, quoi. Voilà.
parce que selon les appellations, selon bien sûr les cépages, si c'est du blanc, du rouge, du rosé, forcément, voilà. Mais moi personnellement, j'ai que du rouge, donc... Entre 7 et 10 euros, et tout seul, c'était pas possible de produire et de sortir à 7 ou 10 euros, ça demande un travail de fou. C'est-à-dire que c'était surtout les investissements de base qui étaient trop importants, quoi. Voilà. Et puis, de toute façon, c'était un choix pour moi. Mon arrière-grand-père, lui, était viticulteur, était déjà en coopérative, et donc, du coup, c'est sûr que quand je me suis installée, c'était une évidence pour moi, la coopération. Dans un instant, on va prendre la direction de Cognac pour parler exportation, mais avant cela, gros plan sur un véritable phénomène, le boom des brasseries, notamment en Gironde, il y en a une 60aine, un véritable phénomène au point d'intéresser des grands crus qui ont décidé de miser sur la culture du houblon. À l'ombre des grands crus bordelais, elle se fait aujourd'hui une place de choix, la bière artisanale. À l'apéro, comme ça, c'est une petite blonde assez légère, c'est toujours sympathique. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de bars qui vendent de la bière qui sont ouverts en un an là. À tel point que certains grands propriétaires viticoles ne veulent pas rater le coche. Impensable il y a quelques années, le directeur adjoint de ce grand groupe imagine déjà le houblon poussé au milieu de ces vignes prestigieuses. On peut imaginer au milieu des arbres des piquets assez hauts de plusieurs mètres qui permettraient de faire pousser le houblon le long de ces piquets. Le groupe est déjà propriétaire d'une 40aine de châteaux dans le monde entier et souhaite devenir un acteur de la bière dans la région. Avec un objectif conséquent, produire dans ses cuves 1200 hectolitres de bière. La bière, de manière générale, prend des parts de marché au vin et la bière artisanale est de plus en plus recherchée. La Gironde compte aujourd'hui une 60aine de brasseries, 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Vincent Morin est l'un des premiers à s'être lancé à Bordeaux en 2016 et depuis l'activité a été multipliée par 6. Ce Québécois voulait importer en France la mode de la bière artisanale très en vogue en Amérique du Nord. Bordeaux, c'était pour lui l'endroit idéal. C'est beaucoup plus facile de s'installer à Bordeaux que de s'installer à Lille ou en Alsace, où il y a vraiment une tradition très ancrée. À Bordeaux, il n'y a personne pour nous taper sur les doigts, ils ne connaissaient rien à la bière. Il y avait vraiment un truc à créer. Pour produire de la bière, la plupart de ces brasseries importent du houblon d'Allemagne, même de Nouvelle-Zélande. Mais cela pourrait changer, car toute une filière se met en place dans la région. Lui cultive du houblon depuis mars dernier, il espère vendre aux brasseries locales. Ce qui semblait intéressant, je trouve, c'est de pouvoir effectivement proposer ce genre de matière locale, nationale, à des brasseurs locaux ou nationaux. Coût de l'installation, 150 000 €. Mais selon l'entreprise qui accompagne ces agriculteurs, le projet peut vite être rentable. Pour une culture pérenne, l'avantage, c'est que ça produit dès la première année. Donc on a un revenu assez substantiel dès la première année. Dans la région, une vingtaine d'autres agriculteurs ont déjà prévu de cultiver du houblon ces prochains mois. Le calme des bords de Charente et de l'autre côté, les géants du cognac. Petit retour en arrière au milieu des années 90, les viticulteurs charentais manifestaient pour obtenir des primes à l'arrachage. 25 ans après, les choses ont beaucoup changé. 90% de la production de cognac se vend à l'étranger, en Asie, aux États-Unis, sous l'impulsion de quelques producteurs qui ont eu des idées de génie pour commercialiser. On va en parler avec notre prochain invité. Kim Hartmann, bonjour. Merci de nous accueillir sur ces bords de Charente. Je le disais, le cognac, il a beaucoup changé. Au milieu des années 90, la crise, on demande des primes à l'arrachage. Et puis, il y a des idées de génie pour commercialiser, donner une nouvelle identité au cognac. Comment vous avez fait? Et c'est parti un tout petit peu, en ce qui me concerne, un peu comme un rêve, mais aussi une blague. Et c'est en rencontrant une de mes collaboratrice américaine. On était à Miami, au bord d'une piscine, je me souviens bien, et elle me dit il faudrait absolument faire venir tes cognacs aux États-Unis. Je dis, en plaisantant, je dis je le ferai à condition que tu me trouves un rappeur.
10 jours après, elle avait mis en place tout un système pour demander et trouver un rappeur qui pourrait nous convenir. Par une de ses amies à New York, elle avait écrit à 5 des plus grands rappeurs américains de l'époque, que je peux nommer Ludacris, Usher, Kanye West, Jay-Z et Puff Daddy. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le rap, ce sont des noms assez connus. Je ne savais pas du tout de quoi elle parlait, de qui elle parlait. Disons, le dernier rappeur pour moi, ça devait être Sammy Davis Jr. Donc pour vous dire que ça fait quand même un bout de temps. Et donc, eh bien, elle les a contactés, les 5. Et sur les 5, il y en a 4 qui ont répondu présent. Donc finalement, on avait le choix du roi. Et je suis parti à New York, je les ai tous rencontrés, disons les 4 intéressés. On avait d'autres projets. Jay-Z, effectivement, on sait que Jay-Z est associé avec une grande maison de cognac. Kanye West était très sympathique, me paraissait un peu farfelu. Usher, qui est un grand chanteur aussi. Le seul problème, il devait demander à sa maman. Donc c'est sa maman qui gérait sa carrière. Et la maman n'était pas commode du tout et demandait quand même beaucoup de sous. Et celui que nous avons trouvé à l'époque le plus, convenable pour être notre ambassadeur, si je peux dire, effectivement, c'était Ludacris. Ça veut dire qu'on dépoussière totalement l'image marketing du cognac et qu'on inscrit le cognac dans des clips de rap Alors totalement. Et justement, l'intelligence de Ludacris, c'était justement de ne pas demander des sommes phénoménales, mais de s'associer totalement au projet en disant qu'il allait faire ce qu'on appelle du product placement, c'est-à-dire il allait mettre le produit dans toutes ses vidéos. Ce qui nous a permis d'avoir des vidéos avec Quincy Jones, quand même très connu, mondialement connu. On a eu des vidéos avec toutes les plus grandes stars du rap qui étaient les copains de Ludacris. Alors ça, c'est l'idée marketing. Est-ce qu'on a tout de suite et immédiatement un impact sur les ventes aux États-Unis? Ça a été pratiquement immédiat. De quel ordre? Pour vous dire, on est passé en 2 ans et demi, de 0 à 1 800 000 bouteilles de vendues aux États-Unis, ce qui veut dire que nous avons égalé pratiquement les chiffres de la maison Martell, qui est quand même sur le marché depuis 90 ans. Ça veut dire que d'une bonne idée, est-ce que c'était une bulle ou est-ce que c'était un phénomène que vous continuez de voir tourner et maintenant ça fait partie intégrante de la culture associée au rap? Alors, ça a été effectivement très associé au rap et très associé justement aux grandes stars pendant une certaine époque. Effectivement, 10 ans après cette opération de Conjure, qui est le nom de la marque que nous avions créée à l'époque, nous avons recréé 10 ans après une marque qui s'appelle Revanche. Alors, ce que nous voyons, c'est que le nom Revanche pour les Afro-Américains est un nom qu'ils aiment beaucoup parce que ça apporte de la puissance et un peu un côté guerrier. Merci beaucoup, Kim Harman, de nous avoir expliqué cette stratégie commerciale qui est visiblement couronnée de succès. Alors, stratégie commerciale innovante pour tenter d'exister dans l'ombre des géants du cognac et dans leur sillage également toute une série de petits producteurs indépendants qui sont capables de réaliser des exportations beaucoup plus ciblées. En matière de spiritueux, le terroir cognacais séduit toujours plus la clientèle étrangère. Ce viticulteur indépendant de Grande Champagne tire l'essentiel de ses revenus de l'exportation, un marché qui pour les cognacs Paul Giraud est en hausse cette année. Comme beaucoup, cette maison familiale bénéficie du rôle de locomotive que jouent les grandes marques du négoce. Je crois que les maisons de cognac ont affiché de très bons résultats qui sont le fruit de leurs efforts de promotion du cognac, ceux également du Bureau national du cognac. Les viticulteurs indépendants qui ne font pas directement les mêmes efforts de promotion et de marketing bénéficient dans une moindre mesure de cette bonne conjoncture.
Ce sont toutes les gammes de cette eau-de-vie qui profitent de cette dynamique, des plus jeunes aux plus vieux cognacs. Si le marché nord-américain est leader chez les grands négociants, il l'est dans une moindre mesure pour ce viticulteur, avec des expéditions qui s'équilibrent entre plusieurs pays. Nous, on est dans une trentaine de pays et on a la chance de pouvoir ainsi exporter à 85% notre production. Donc l'export, c'est pour nous essentiel. Et nous sommes présents en Asie, aux États-Unis et dans l'Union européenne élargie à la Russie. « 230 millions de bouteilles de cognac vendues dans le monde, entre essentiellement 3 grandes maisons que sont Rémy Martin, Martell et Hennessy. Pour la seule maison Hennessy, chez qui nous sommes aujourd'hui, eh bien, c'est près d'une centaine de millions de bouteilles qui sont vendues chaque année. Patricia Legal, bonjour. On était obligé de venir vous rencontrer. On est où ici? Alors c'est un secteur ultra sécurisé, mais on est où exactement? Alors en effet, vous êtes sur un site classé Seveso. Vous êtes dans nos chais sur le site de Babagnolet. C'est là où on entrepose nos eaux-de-vie pour qu'elles vieillissent. Alors, malheureusement, les téléspectateurs n'ont pas l'odeur, mais ça sent le cognac. Ah, mais bien sûr, c'est la part des anges, c'est ce qui s'évapore de nos barriques. Il y a combien d'hectolitres, de centaines de milliers de litres? C'est un stock impressionnant. C'est impressionnant, en effet. Ici, vous avez 11 700 barriques qui sont entreposées et on a construit cette année 4 chais. En tout cas, à la fin de 2001, nous aurons construit 4 chais de ce type-là, dits chais nouvelle génération, pour accompagner notre croissance. Pour accompagner la croissance, je le disais, 100 millions de bouteilles de cognac vendues. On est loin de l'image, on en a parlé au cours de cette émission, de l'image du verre de cognac dans un fauteuil club et une bibliothèque. Le cognac, c'est plus du tout ça. Ah, c'est plus du tout ça, je peux vous le confirmer. On est présent dans 160 pays dans le monde et on est consommé vraiment de diverses façons. Le cognac, de toute façon, c'est extrêmement versatile et chaque personne peut le consommer de la manière qui lui plaît. En Asie, par exemple en Chine, 80% des spiritueux sont consommés au cours des repas. Vous allez aux États-Unis, les États-Unis ont une longue culture des cocktails et ils se boivent en cocktail, beaucoup. Vous allez en Afrique, ils se boivent en boîte de nuit ou dans des bars ou lors des fêtes à domicile. Vous allez en Russie, ce sera les personnes qui seront avec leurs amis dans leur datcha qui se réuniront, qui le boiront sec. Vous avez réussi le coup qui faisait que dans les années 90, le cognac, ça ne se vendait pas trop. Et en fin de compte, le fait de pouvoir faire changer un peu le barycentre et de dire non, c'est pas grave, on peut le boire en cocktail, on peut le boire différemment, ça a permis au cognac de réaliser cet empire. Alors, pour nous, il y a 2 raisons qui expliquent, alors on n'aime pas trop le terme empire, mais le succès de la maison, c'est d'une part un savoir-faire inégalé. Et l'autre raison de ce succès, c'est que l'on sait s'adapter aux cultures locales. Je vous parlais de la Chine, on fait des programmes autour du Nouvel An chinois. Je vous parlais de l'Afrique, on va faire une publicité dédiée aux consommateurs africains, où on aura aussi la même chose pour le continent américain. Donc, on ne fait pas la même chose partout, on s'adapte aux cultures locales. Une dernière question sur l'avenir du marché du cognac. Quel est-il? C'est développer encore plus l'exportation ou essayer de se réapproprier le marché français où il y a d'autres produits qui ont pris la place? Mais on se dit que nous sommes une maison française. Nous voulons vraiment refaire découvrir le cognac aux Français. Donc pour cela, nous allons réinvestir sur le marché français. Cela nous tient à cœur. Nous avons déjà une présence dans beaucoup d'établissements, que ce soit des bars branchés ou les palaces ou de beaux restaurants. Nous souhaitons que les consommateurs puissent redécouvrir toute la palette aromatique de nos cognacs. Et qu'on l'associe plus forcément à quinca et plus devant sa bibliothèque, c'est ça? Tout à fait. Qu'ils puissent vraiment se rendre compte que
le cognac dans le fauteuil Chesterfield, c'est vraiment fini. On parle de toute autre chose désormais. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu le fonctionnement et surtout fait découvrir cet espace absolument magnifique et assez impressionnant. C'est la fin de ce numéro de Sphère Eco consacré aux alcools en Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à commenter, à réagir sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dans un mois pour un nouveau rendez-vous de Sphère Eco.